Je vais passer la parole à Jean-François Bronstein, qui est à ma gauche cette fois-ci, qui est à ma gauche, ce qui ne veut pas dire plus que ça. Voilà. Il n'est pas à droite, d'accord. Dont vous avez pu lire là qu'il est professeur émérite de philosophie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui a écrit de multiples livres, dont un que j'ai lu qui s'appelle La religion woke, si je me souviens bien. Vous n'entendez pas? Ah, bon. Voilà, je lui cède la parole. Bien, je vous remercie. D'abord, merci à Marie-Elisabeth de cette invitation qui me permet d'avoir des discussions passionnantes aujourd'hui et hier. Je dois parler du wokisme comme refus radical de la transmission. Alors, je dirais d'abord quelques mots sur notre titre, d'une certaine manière, transmettre encore. Alors, je vois bien l'allusion lacanienne, mais en gros, il y a quelques années, on aurait parlé de crise de la transmission. C'était un vocable assez courant et j'ai eu la curiosité... Google sert à ça, de chercher un peu sur Ngram Viewer, quand l'expression apparaît et quand elle disparaît. Elle apparaît vers 1970, crise de la transmission. Elle commence à être vraiment populaire vers 1990. Elle atteint un sommet autour de 2005 et puis ça disparaît brutalement, alors que théoriquement ça va jusqu'à 2019. Donc plus personne ne parle de crise de la transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une certaine manière, je dirais, quand on parlait de crise de la transmission, ça voulait dire qu'on était au moment décisif, au moment de la crise, et quand il y a une crise, on peut soit en sortir, soit s'effondrer. D'une certaine manière, on n'en parle plus du tout, et donc il me semble assez étonnant de voir à quel point, au fond, cette idée de transmission s'efface. Alors, j'ai eu, autre idée qui m'a traversé l'esprit à ce propos, c'est que je me suis rendu compte, simplement en lisant la presse ces jours-ci, qu'on voit sous nos yeux se défaire le modèle de l'institution qui était faite pour transmettre et qui était la plus verticale, la plus hiérarchique, la plus réglée, la plus ancienne du monde, c'est-à-dire l'Église catholique. On voit que se fait en ce moment un synode des synodes qui est de l'horizontalité sur de l'horizontalité au lieu qui était celui de la verticalité, du message du Christ, de cette pierre sur laquelle on bâtirait l'Église. Et je trouve assez fascinant de voir se défaire ainsi cette institution qui était l'institution modèle peut-être de la transmission dans notre monde. Alors plusieurs d'entre vous, comme Jean-Pierre Lebrun, ont parlé du film Habemus Papam aussi, où le pape, lui non plus, ne veut plus être pape, etc. Ça me semble tout à fait étonnant. Et je crois que de fait, il y a une espèce d'effacement de la transmission, et notamment une séparation radicale entre la jeunesse et le monde adulte. J'ai lu de ce point de vue-là, enfin je vous signale des livres très intéressants d'une sociologue, Dominique Pasquier, qui a écrit dans les années 2000 à peu près des livres sur les cultures lycéennes, sur le rôle des séries télévisées, par exemple le livre sur la culture des sentiments, l'expérience télévisuelle des adolescents, où l'on voit qu'il n'y a plus de conflit de génération, dit-elle, on est dans un schéma de juxtaposition. La jeunesse ne se situe pas dans l'opposition aux cultures parentales. En gros, il y a une espèce de séparation radicale entre les jeunes et leurs parents. Ils ne sont pas dépendants des parents, ils ne sont pas hostiles aux parents, ils s'en moquent d'une certaine manière, ils négligent cet héritage parental, et tout cela au profit de groupes de pères qui, eux, au contraire, sont tout à fait forts dans la prise qu'ils ont sur l'esprit de ces jeunes adolescents. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a plus chez les jeunes de transmission verticale, mais plutôt une transmission horizontale à l'intérieur de groupes de pairs. Les parents, disait Jean-Pierre Lebrun dans un de ses textes, les parents ne sont plus considérés comme des pères, P-E, accent grave, R-E-S, mais comme des pères, P-A-I-R-S. Et ce n'est plus une révolte contre les pères, c'est plutôt une désuétude des pères. C'est fini, ça n'intéresse plus personne, tout le monde s'en moque. Et du côté des pères aussi, il y a l'idée que, bon, c'est pas à nous, en tant que père, de faire preuve d'autorité, des choses comme ça. Alors, ça, c'est un fait sociologique que l'on peut constater, mais il me semble que là, ce que j'ai appelé dans un livre récent la religion woke, je dirais ça plutôt que wokisme, parce que wokisme, ça fait référence à une idéologie. Là, c'est vraiment des idées de type religieux. Ces idées woke qui ont depuis quelque temps traversé l'Atlantique jouent un rôle, à mon avis, central dans le renforcement de cette séparation, de cet éloignement comme de bloc entre jeunesse et monde des adultes. Alors certes, cela avait commencé avant, mais il me semble que cette pensée woke
dans plusieurs de ces aspects, contribue à cette volonté d'effacement de la transmission, avec l'idée de recommencer un monde à nouveau, d'une certaine manière, à partir de rien, en ayant tout effacé. Alors je dois dire que de ce point de vue-là, Alain Finkielkraut avait été très vite vu le problème, puisqu'en 1996, dans un des derniers débats sur la crise de la transmission, il expliquait que du fait de la politique anglo-saxonne de reconnaissance des identités, pour ce qu'on n'appelait pas encore wokisme, il faisait référence à Charles Taylor et aux communautés, il dit, dans cette perspective, transmettre, c'est devenu sensibiliser. L'enseignement, disait-il, vise à l'humiliation des offenseurs et à la revalorisation des offensés. Et de ce point de vue, il citait, à contrario, l'œuvre d'Hannah Arendt qui expliquait que l'école avait pour but d'introduire les enfants dans un monde plus vieux qu'eux. Je trouve que c'est effectivement une formule très judicieuse. Alors, l'idée qui me semble importante, c'est qu'effectivement, la religion woke, c'est quelque chose qui suppose un réveil, d'une certaine manière. Ça veut dire réveil, c'est un terme que les Black Lives Matter a utilisé à l'origine, et ça veut dire effectivement une rupture très forte avec le monde antérieur. Avant, on ne voyait rien, on dormait. Aujourd'hui, on se réveille. Et il me semble que c'est quelque chose de tout à fait important. Et pour les woke, un monde nouveau commence avec eux, d'une certaine manière. Bon, il y a 4 thèses qu'ils appellent théories dans la religion woke. Je parlerai de 2 uniquement. Théorie du genre, théorie de la race, théorie intersectionnelle, je n'ai pas besoin d'en parler parce qu'Alain Hirali ce matin a montré exactement ce que sont de fait ce qu'est la théorie intersectionnelle, et d'autre part l'épistémologie du point de vue qui est une philosophie des sciences, ou une philosophie de l'absence d'objectivité et l'absence de vérité, qui est extrêmement grave, mais qui ne porte pas sur cette question de la filiation. Alors, deux questions me semblent tout à fait essentielles, et si j'ai le temps, peut-être une troisième, qui n'est pas une théorie, mais qui est plutôt une méthode, si je puis dire, c'est-à-dire l'écriture inclusive, mais je vais d'abord parler de la théorie du genre. Il me semble que la théorie du genre, c'est l'essentiel, c'est, brièvement résumé, l'idée que c'est la conscience que l'on a d'être homme ou femme ou n'importe quoi d'autre qui compte, et que le genre, d'une certaine manière, défini ainsi, n'a rien à voir avec le sexe biologique, avec le corps. C'est à mon avis le cœur vraiment original des théories woke. C'est un succès très étonnant, à la fois un véritable engouement dans la jeunesse et un succès très large dans le monde universitaire, médical, psychologique, etc. C'est une idée en même temps très extravagante, puisque cela veut dire que l'on peut être prisonnier d'un mauvais corps. Ça fait évidemment penser aux doctrines gnostiques, où il y a l'idée que l'âme est tombée dans le mauvais corps, ou pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, Platon dans le Phédon, le corps est un tombeau pour l'âme, soma, sema, etc. Idée orphique qu'il avait reprise. Cette idée est très étonnante, et aussi étonnante est l'idée qu'il y aurait tout au fond de nous, au fond de notre conscience, une vraie identité de genre qui n'apparaîtrait d'une certaine manière jamais à l'extérieur. Et donc il y a vraiment une recherche tout à fait métaphysique, ou ontologique, de quel est le fond de notre conscience. Alors, cette théorie du genre a des conséquences, bien sûr, puisqu'elle conduit à refuser très largement l'idée de la filiation. On a vu tout à l'heure l'idée du nom de famille avec Jean-Louis Ranchon. Et de ce point de vue-là, la doctrine woke parle aux États-Unis, mais de plus en plus ici, de sexe assigné à la naissance, assigned male at birth, ou assigned female at birth, assigné femelle à la naissance, comme si les parents et les médecins avaient décidé, c'est une décision arbitraire, c'est ce que ça veut dire, assigner arbitrairement, avaient décidé arbitrairement de donner tel ou tel sexe à l'enfant. Et de ce point de vue-là, on est, si l'on veut, victime de ses parents ou des gynécologues et des obstétriciens qui vont effectivement imposer à l'enfant tel ou tel sexe à la naissance. Et évidemment, de ce point de vue-là, la biologie est critiquée comme étant une science, n'étant pas une science, mais étant comme une discipline politique viriliste, dans la mesure où elle affirme qu'il y a 2 sexes dans l'espèce humaine et que la reproduction dans l'espèce humaine est sexuée. Et beaucoup de ces militants pensent qu'il faudrait opposer à la biologie viriliste une nouvelle biologie gynocratique, non viriliste. Bon, ça fait évidemment penser, pour les plus anciens d'entre nous, à Lysenko et l'idée qu'il y aurait une science bourgeoise, une science prolétarienne. Alors, de ce point de vue-là, contre cette imposition illégitime du sexe, celui qui décide du genre, ce doit être l'enfant.
D'où l'idée, qui est quand même relativement fréquente, jusqu'en Italie, une de mes anciennes étudiantes me dit que ça se passe en Italie aussi, de faire donner aux enfants une éducation neutre. Le prénom doit être neutre, les vêtements doivent être neutres, les jeux doivent être neutres, l'école doit le considérer comme neutre, jusqu'à ce que l'enfant décide de ce que peut bien être son genre. C'est l'idée que c'est chacun de ces jeunes qui va décider de son genre. C'est ce que l'on appelle dans, là aussi, la Vulgate woke, la théorie de l'auto-affirmation de genre. C'est-à-dire que c'est un autodiagnostic. Alors c'est la seule maladie à peu près où l'on se diagnostique soi-même et où le médecin, le psychiatre, l'endocrinologue n'a qu'à valider cette auto-affirmation de genre. C'est vraiment l'idée que le monde commence avec l'individu lui-même qui va s'auto-affirmer genre mâle, femelle ou quoi que ce soit d'autre. C'est lui qui va se nommer lui-même et de ce point de vue-là, il va choisir ses pronoms, son nouveau prénom, et il va effacer son ancien nom qui va être considéré comme ce qu'il appelle un dead name, le nom mort. Et la pire offense que vous puissiez faire à quelqu'un qui est en transition, c'est de se servir de son vieux nom, ce nom mort d'avant. Et donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle naissance. C'est quelque chose qui est très présent. C'est d'ailleurs, il y a des cérémonies, bon, voir là-dessus, Paul Preciado, Béatrice Paul, qui est devenue Paul Preciado, qui insiste beaucoup sur la dimension, alors vous le connaissez en tant que psychanalyste, puisque vous avez été secoué ou insulté par lui, l'enfant a le droit de choisir son prénom. C'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Et ce que l'on voit qui est quand même encore plus étonnant, c'est que la circulaire Blanquer, qui a été mise en question devant le Conseil d'État, le Conseil d'État le 28 septembre 2022, a confirmé que l'enfant avait le droit de choisir son prénom d'usage dans la vie interne de l'établissement. Et ce qui est très étonnant, c'est que l'enfant qui est encore juridiquement incapable peut contraindre les parents à accepter ce prénom à l'école. Alors Blanquer, que j'ai rencontré une fois, m'a dit « Vous avez été très sévère avec moi dans votre livre. » Je lui ai dit « Voyez les conséquences. » C'est-à-dire qu'effectivement, les choses sont assez compliquées. Alors, de ce point de vue-là, cette idée que c'est l'individu lui-même qui se décide entièrement de sa vie, c'est un véritable effacement de la transmission. Alors, beaucoup d'entre vous diriez qu'il s'agit ici de l'hyper-narcissisme contemporain, c'est-à-dire que tout tourne autour de cet individu autonomé, auto-affirmé, auto-centré, etc. Je parlerai plutôt, moi, d'un solipsisme de masse, car il ne s'agit pas seulement ici de jouir de sa propre individualité, il s'agit quasiment de soutenir une thèse ontologique qui explique que rien d'autre n'existe que ma propre conscience. En l'occurrence, les corps ne sont que des illusions, ce sont des consciences pures qui échangent et qui vont pouvoir passer d'un genre à l'autre ou dans n'importe quoi d'autre. On voit arriver quelques identifications à des animaux, à des nuages, etc., de choses plus ou moins poétiques. Le problème, c'est que cette théorie de l'affirmation de genre, l'auto-affirmation de genre, entraîne une série de conséquences et conduit à un véritable effacement de la transmission, à la fois, je dirais, en amont et en aval. D'abord, première chose, on n'est plus le fils ou la fille de ses parents, on refuse cette génération sexuée, cet ordre biologique qui fait que l'on est inscrit dans une filiation, dans une généalogie. Le trans n'est pas le fils de ses parents, il n'est d'une certaine manière que le fils de lui-même, il est ce qu'il décide à un moment donné. Jean-Louis Ranchon tout à l'heure parlait d'un présent permanent, il me semble que ça décrit très bien cette idée-là, avec l'idée qu'on peut changer de genre à volonté. Alors en Allemagne, ils ont dit une fois par an, ils ont limité ça à une fois par an. Je vois qu'en Belgique, ils sont plus libéraux, on peut changer quand on veut. De ce point de vue-là, ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, il n'est plus tenu aucun compte du réel, et l'on a vraiment ici, et je crois que c'est ça qui explique le succès phénoménal, je dirais, de cette idée, on porte ici l'émancipation à son terme. Il y a l'idée qu'on triomphe absolument du dernier déterminisme que l'on avait, ce corps, ce poids, ce corps. Alors Foucault parlait de la pierre noire du corps, hein, ce corps qu'on a du mal à trimballer partout. L'enfant neutre peut choisir effectivement de se libérer, y compris du corps. Il y a ici un fantasme de toute puissance. Je peux être ce que je veux, peu importe mon corps, je peux décider d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre. Et il me semble qu'il y a là ici une vraie guerre, ce qu'un philosophe américain qui a beaucoup réfléchi à ces questions, Matthew Crawford, appelle une guerre à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que finalement le monde qui existe, au fond, c'est le monde virtuel, c'est le métaverse. Et de ce point de vue-là,
C'est ce qui fait que, à mon avis, quand même, ces questions sont importantes, c'est que ce ne sont pas que des débats internes aux universités, c'est quand même l'idéologie des GAFAM, de Netflix, des grandes entreprises américaines qui sont favorables à cela. Et de ce point de vue-là aussi, c'est évidemment quelque chose qui ouvre au transhumanisme. Il y a notamment une transhumaniste célèbre, qui est homme devenu femme, qui explique que le transgenre, c'est la rampe de lancement pour le transhumanisme. C'est-à-dire qu'on peut changer. Si on peut dire que son corps, qu'on n'a rien à voir avec son corps, on peut aussi transformer son corps à volonté. Bien sûr, il y a un petit problème qui subsiste, c'est celui de la mort. Mais, vous savez, on en a parlé aussi dans le colloque, le transhumanisme laisse entendre que l'on pourrait effectivement refuser aussi la mort en téléchargeant les consciences sur des puces de silicium. Au passage, je dirais que je m'interroge un peu, mais ça, les psychanalystes le sauront mieux que moi, sur à quoi tient ce refus de devenir sexué. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi surtout un refus de devenir adulte, et donc un refus de vieillir et un refus de mourir? Et est-ce que derrière ces adolescents perpétuels, il n'y a pas un fantasme d'une jeunesse éternelle? C'est quelque chose qui est tout à fait possible. De ce point de vue-là aussi, rupture de la filiation, parce que il y a des conséquences sur, je dirais, la procréation à l'ancienne, qui n'est plus considérée comme essentielle. Beaucoup de ces jeunes choisissent de changer de genre sans savoir, ou sans vouloir savoir, ou sans s'intéresser au fait que le résultat sera, dans bien des cas, la stérilité. Et donc l'histoire va s'arrêter d'une certaine manière, les générations à venir ne vont plus apparaître de la même manière. Conséquence aussi du point de vue social, du point de vue de la famille. Alors ce qui est très significatif, dont on ne parle pas beaucoup ici, c'est qu'effectivement dans le monde américain, ces militants opposent la famille traditionnelle, casse-pierre, réactionnaire, etc., à ce qu'ils appellent la glitter family, la famille avec des paillettes, c'est-à-dire tout ce groupe de pères qui encouragent les jeunes à changer de genre et qui même organisent, dans certains cas, des communautés où ces jeunes peuvent aller vivre pendant leur période de transition de genre. Et si les parents ne sont pas d'accord, ils sont considérés aux États-Unis comme des terroristes, quelquefois. Il y a une volonté très nette de remettre en cause la responsabilité parentale, notamment l'idée qu'il ne faut pas prévenir les parents dont les enfants veulent changer de genre. Les deux grands syndicats américains d'enseignants disent surtout ne pas prévenir les parents. Et en France, il y a un syndicat, celui d'éducation, qui dit la même chose, ne pas prévenir les parents, faire changer de genre aux enfants sans prévenir les enfants. Volonté complète de remettre en cause la responsabilité parentale. Il y a eu là-dessus une déclaration que je trouve hallucinante, dont on n'a quasiment pas parlé en France. La responsable de la Maison-Blanche, l'attachée de presse à la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a dit à propos de ces enfants transgenres, ils n'appartiennent pas aux parents, ce sont nos enfants, ils nous appartiennent. Un État qui dit « les enfants nous appartiennent », ça me rappelle de très très mauvais souvenirs. Et de ce point de vue-là, je dirais que, alors on en a parlé aussi pendant le colloque, cette idée d'effacer la responsabilité parentale, c'est peut-être quelque chose qui va amener certains à réagir. Je n'insiste pas davantage sur la théorie du genre. La théorie critique de la race, c'est beaucoup plus simple d'une certaine manière, puisque l'idée, c'est que l'Occident est systématiquement raciste, colonialiste, esclavagiste. Donc l'histoire de l'Occident, le passé de l'Occident est intrinsèquement mauvais, hein, systémiquement, intrinsèquement mauvais entièrement. Il faut donc le corriger ou le supprimer. C'est vraiment l'idée fameuse maintenant en France aussi de cancel culture, la culture de l'annulation. La culture de l'annulation, c'est l'exact contraire de la culture de la transmission. Il ne s'agit plus de transmettre des faits, une histoire, une culture, une science, une littérature. Il faut effacer ce qui dans notre histoire ne convient pas à notre sensibilité présente. Finkielkraut parlait à ce propos de haine quasi gnostique d'un passé de ténèbres et d'oppression. Ça rappelle, mais alors en pire, si je puis dire, ce que disait le Pelletier de Saint-Fargeau pendant la Révolution française, notre histoire n'est pas notre code. On n'en a rien à faire de l'histoire, on recommence à zéro, c'est un constructivisme radical, mettre à bas les statuts, réécrire les livres d'histoire. Par exemple, aux États-Unis,
le fameux projet 1619 qui est appliqué dans beaucoup d'écoles, ne fait pas commencer les États-Unis à 1776, la déclaration d'indépendance, mais à l'arrivée du premier bateau d'esclaves sur les côtes américaines. Il faut changer les canons, on en a parlé hier aussi. Bon, par exemple, une pétition qui était parue dans Libération pour dire qu'il fallait mettre pour chaque période de l'histoire de la philosophie le même nombre de philosophes hommes et femmes. Bon, pour quiconque connaît l'histoire de la philosophie, il sait que c'est difficile de mettre Hipparchie et Hypatie versus Démocrite, Épicure, Lucrèce, Platon, Aristote, etc. Résultat aussi, aux États-Unis, un professeur très renommé d'études classiques a décidé d'arrêter de les enseigner car la Grèce et Rome sont esclavagistes et racistes. En France, une universitaire, professeure de lettres très renommée, chroniqueuse au Monde, je ne donne pas son nom mais vous le trouvez facilement, plaint ses collègues qui enseignent la littérature du XIXe siècle parce qu'elle invisibilise la femme. Donc Flaubert, Zola, Pascal, Balzac invisibilisent la femme, il faut arrêter et donc il faut réécrire selon elle Roald Dahl, mais aussi Hugo, Balzac, etc. sans doute. La transmission est donc rendue impossible puisque effectivement ce passé, nous ne pouvons pas le recevoir de manière indistincte. Il faut tout de suite les critiquer, il faut tout de suite effacer ce qui ne colle pas. Alors ça marche surtout avec l'ignorance de ces censeurs. Il y a un exemple que je trouve assez extraordinaire de la British Library qui avait considéré un poète contemporain comme Ted Hughes comme ayant bénéficié de la colonisation parce qu'un de ses ancêtres avait été colon. En fait, il s'était trompé, c'était pas son ancêtre qui n'avait pas eu d'enfant, et en plus, le dit ancêtre, lui, avait écrit un pamphlet contre l'esclavage. Donc alors la British Library, qui est quand même l'organisation une des organisations de connaissances les plus éminentes du monde, se trompe de cette manière. Alors, je ne parlerai pas de l'écriture inclusive, qui est, disons, un mode d'emploi, mais évidemment, ici, là aussi, on en a déjà parlé, pour les militants woke, le langage ne sert pas à parler, ce n'est pas une parole, il ne sert pas à échanger, il ne sert pas à transmettre la connaissance, il sert à représenter les inégalités et à faire en sorte de les corriger. La langue doit corriger tout cela. Il faut reconstruire la langue selon des principes moraux et politiques. Il faut en finir avec une langue pétrie de préjugés et d'inégalités. On en arrive à une vision tout à fait magique de la langue, et de ce point de vue-là, Jean-Claude Milner, le linguiste, a eu une réponse tout à fait normale. Il a dit « Croire qu'en manipulant les signes inscrits sur un support on change le monde, c'est pire que de l'idéologie, c'est de la pensée magique. Le temps des rudes est revenu. » Et donc il y a effectivement un usage de la langue qui fait penser à celui, par exemple, des slogans dans les pays soviétiques. Ça fait penser à la fameuse banderole avec prolétaires de tous les pays, unissez-vous, dont parle Václav Havel, qui est juste dire « je suis dans la ligne du parti, fichez-moi la paix ». Et donc beaucoup de mes collègues, malheureusement, utilisent cette écriture inclusive juste pour dire « laissez-moi en paix, je suis tranquille ». On pourrait aussi parler, de ce point de vue-là, de la fonction d'obscurcissement, si je puis dire, du langage. Alors, comme je savais qu'il y avait des Belges, je profite d'en parler un petit peu. Ce fameux projet EVRAS, déjà le titre est extraordinaire, Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire. Bon, je passe sur le contenu, mais le langage est tout à fait inintelligible, et il y a une espèce de glossaire à la fin, avec des explications d'acronymes. Par exemple, FALC, facile à lire et à comprendre. TROD, test rapide à orientation diagnostique. PSE, promotion de la santé à l'école. Bref, une espèce de jargon. Ça vaut la peine de regarder, ça se trouve facilement sur Internet. Ici, clairement, la langue ne sert pas à transmettre, elle sert à intimider, à faire en sorte, sous la bénédiction de pseudo-savoir écrit par des ignorants, pour empêcher effectivement de voir ce dont il est question. Alors, mais je n'insiste pas là-dessus. Alors la conclusion, évidemment, cette crise de l'autorité est tout à fait claire. Effectivement, il me semble que c'est de ce point de vue-là notre responsabilité, à nous, adultes, enseignants, psy, etc., de dire non, de dire ça ne passera pas par moi. Alors évidemment, comme là aussi quelqu'un en a parlé, on passe tout de suite pour un vieux schnock. Bon, c'est pas grave, hein, d'une certaine manière. Pour ma part, j'avais écrit dans un article sur Internet, un journal qui était entièrement consacré à promouvoir le genre. Ils avaient fait un petit passage où il y avait un opposant. J'avais juste dit, la biologie est une science, les corps existent à peu près. Maintenant, depuis, vous cherchez mon nom sur Internet, un transphobe à la Sorbonne, bon, voilà. Bref, ok, j'assume de ce point de vue-là. Et je crois qu'effectivement, il y a plusieurs choses à faire. Bon, faire preuve d'une certaine manière d'autorité, si l'on veut. Je prendrai l'exemple du nouveau ministre qui a dit à propos de l'abaya en France,
Ben non, c'est pas, ça rentre pas, alors que le précédent disait il faut voir, peut-être débrouillez-vous les directeurs d'école, et il faudrait effectivement faire en sorte que l'école, en tout cas, soit à nouveau une école, c'est-à-dire quelque chose qui est en partie séparé du monde extérieur, à l'abri de toutes sortes d'associations militantes. Alors souvent je parle du planning familial. Je préviens tout de suite ceux d'entre vous qui connaissent le planning familial d'antan que ça n'a rien à voir. C'est celui qui dit que l'homme est enceint, que le pénis n'est pas un organe sexuel masculin, etc. S'ils enseignent ça dans les écoles, je n'y suis pas favorable pour ma part. Et d'autre part, il faudrait essayer de rétablir d'une certaine manière l'instruction au sens fort. C'est ce que dit d'ailleurs la sociologue dont je parlais au début, qui dit qu'il ne faudrait pas que l'éducation nationale tombe dans le travers de faire des clips, de faire des séries, etc. Il faut revenir au texte classique. Par exemple, si l'on prend l'idée que le genre est indépendant du corps, et que la reproduction n'est pas nécessairement sexuée, un cours de biologie première année serait peut-être pas mal. Il me semble que des cours de biologie pourraient faire reculer ce genre de choses. C'est pas dramatique. Bon, on a vu hier... comment s'appelle-t-il, le professeur de médecine qui expliquait un petit peu ce que c'est qu'un homme et une femme. Bon, il me semble qu'un cours comme ça pourrait être pas mal pour les étudiants. Falissard, excusez-moi, je le connais bien en plus. Même chose, alors pour ce qui est de l'Occident, qui est une histoire d'esclavage, de colonialisme, de racisme, etc., il faudrait faire un peu l'histoire de l'Occident. Oui, évidemment, on a participé en partie à l'esclavage, mais l'Occident est plutôt réputé dans le monde pour avoir aboli l'esclavage, d'une certaine manière. Et Colbert, ce n'est pas juste l'auteur du Code noir, d'ailleurs c'est pas lui, mais c'est son fils, mais c'est surtout un immense ministre, etc. Donc un peu d'enseignement de l'histoire ne ferait pas de mal. Je crois que vous seriez surpris, malheureusement j'ai eu l'occasion de le faire avec mes enfants il n'y a pas si longtemps, par l'enseignement de l'ignorance à l'école, qui est quand même tout à fait étonnant. Même chose, pour prendre un exemple d'aujourd'hui, l'intolérance, la violence, le harcèlement, on va donner des cours d'empathie. J'ai un petit peu dubitatif, je ne comprends pas très bien ce que c'est que l'empathie. Il me semble qu'il suffirait de faire un peu des cours de littérature. Le roman, c'est, comme disait Kundera, une exploration de l'existence de l'autre. Et si on lit le livre, par exemple, de Philippe Roth, La Tâche, on voit très bien que l'assignation à résidence raciale, c'est quelque chose dont des individus libres peuvent se libérer. Alors, pour votre en scène, si je puis dire, pour les woke, la Tâche de Roth, qui est un des immenses romans contemporains, c'est juste une offensive réactionnaire et viriliste, etc., et raciste. Bon. Donc, refaire des cours de littérature pour essayer effectivement d'ouvrir le champ sur les vies d'autrui, des vies d'autrui et des intérieurs d'autrui d'une certaine manière, faire des cours de cinéma, voir des films plutôt que des séries dont un livre récent montre bien à quel point elles sont totalement formatées par les exigences woke. Alors, pour finir quand même sur un auteur un peu plus classique, je dirais, tout à l'heure on parlait de Kant, moi il me semble qu'effectivement Hegel avait d'une certaine manière tout dit sur ce point, avec son fameux texte où il critique ce qu'il appelait la pédagogie par le jeu. C'était pédagogie par le jeu, dit-il, prend l'élément enfantin comme quelque chose qui vaut en soi-même, le donne aux enfants tel quel et rabaisse pour eux ce qui est sérieux et se rabaisse elle-même dans la forme enfantine assez méprisée par les enfants eux-mêmes. Elle dérange et pervertit ce qui est leur vrai besoin à eux, celui de grandir. Les enfants veulent grandir et les parents qui ne veulent pas les faire grandir, ce sont eux les coupables, ce sont eux les responsables, ce sont nous les coupables et les responsables. Ce type d'éducation produisait, disait Hegel, la vanité et la présomption qui se repaient de sa propre excellence. Donc il ne faut pas hésiter, je dirais, à montrer aux enfants ce qu'est notre culture et pourquoi on y tient d'une certaine manière. Alors, et j'ajouterais, mais ça c'est une idée qui m'est venue en écoutant les différentes conférences, que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Alain Rally, et je le vois avec mes étudiants à la Sorbonne, chinois, serbes, russes, etc., qui, quand je leur parle de tout ça, c'est bon, je vais y être tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pour eux, c'est extrêmement choquant. Et il faut voir qu'on envoie un signal catastrophique au reste du monde, qui interprète cela comme un signal de faiblesse. Par exemple, Poutine a
très longuement étudié la théorie du genre. Il y a un discours de Poutine avec la théorie du genre. Alors, je ne l'ai pas mis dans mon bouquin parce que je me suis dit, là, c'est fini, je suis mort. Mais en tout cas, ils s'en servent de manière assez précise pour dire, ils n'osent plus enseigner Shakespeare, chez eux, un homme n'est pas une femme, etc. Un homme est une femme, c'est pareil. De même, même idée aussi en Asie, les Chinois se servent de Black Lives Matter contre les Américains pour dire que les Américains sont racistes, et pourtant, les Chinois ne sont pas spécialement qualifiés pour donner ce genre de leçons. Les militants islamistes se servent de ces mouvements contre nous. Ce qui est assez étonnant, c'est que si vous allez sur la chaîne AJ+, la chaîne d'Al Jazeera destinée aux jeunes européens, ils expliquent en détail LGBTQIA+, etc., et en expliquant que c'est quelque chose de très positif, alors qu'ils vont jeter ces gens-là par-dessus les immeubles dès qu'ils auront pris le pouvoir, dans les régimes où ils ont pris le pouvoir. C'est quelque chose d'extrêmement choquant. Alors, je dirais que ce qui est là aussi, c'est des idées qui me sont venues ces derniers jours. Il y a quand même quelque chose de très étonnant. Il y a quelqu'un dans l'Occident qui est le nôtre qui a osé dire un homme est un homme, une femme est une femme, les gens ne peuvent pas choisir le sexe qu'ils veulent. Vous avez peut-être vu cette déclaration. C'est Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Ça a fait un scandale absolu dans la presse bien pensante, qui dit mais comment il ose dire ça, c'est incroyable, quel poujadisme, quel appel aux plus bas instincts, etc. Je pense que peut-être le fait qu'il soit d'origine indienne fait qu'au fond, il est relativement imperméable à ce genre de choses, et peut-être qu'au fond, cette volonté de réaffirmer les valeurs qui sont celles de notre culture, etc., peut-être ne seront-elles affirmées d'abord à l'intérieur de nos civilisations par ceux qui viennent de l'extérieur. Alors je ne sais pas, mais je pense en tout cas ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, moi j'ai eu pas mal de réactions de diplomates, voire même d'anciens ministres des Affaires étrangères, etc., qui me disent c'est énorme cette histoire, il faut qu'on fasse quelque chose, on est en train d'envoyer un signal catastrophique au reste du monde. Alors, je dirais la bonne nouvelle, c'est que j'avais les étudiants qui, au début, ils se marraient, ils disaient c'est pas possible, après ils me disent mais comment c'est, après ils me compatissaient avec moi, et puis à la fin ils m'ont dit vous inquiétez pas, vous viendrez enseigner la philosophie chez nous en Chine. Alors bon, le problème c'est que c'est pas vraiment une démocratie à mon goût, mais ça veut dire que peut-être certains ont envie de continuer l'histoire de notre culture. Voilà. Merci. Merci beaucoup là, Jean-François Bronstein, pour ce que vous avez amené et avec humour, ce qui est très appréciable. Je m'excuse, on est en fin de journée, je suis en train de perdre ma voix. Mais je caricature un peu les choses, mais vous nous indiquez bien qu'on va vers un monde des anges. Mais on sait bien à quel point les anges et les démons font bon ménage. Bon, alors, je cède la parole à... Je ne sais pas si Alain veut la prendre ou Omar, lequel de vous deux? Je vais commencer, mais je serai bref. Ah, Alain. Oui, moi j'ai été frappé dans la description de la religion woke par des analogies, alors je soumets ces analogies à l'auteur de la conférence, avec le piétisme, et le piétisme apparu en Allemagne au XVIIe siècle, Spener, avec le thème du réveil, et aussi l'insistance sur la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a est-ce que ça va au-delà de l'analogie? Est-ce que l'analogie tient déjà? Et est-ce que ça va au-delà de l'analogie pour aller dans le sens d'une éventuelle filiation? Oui, absolument. J'en ai pas parlé longuement, mais je m'y étends assez dans le livre où je parle de religion woke. Il est évident pour moi, et les auteurs américains ont le même point de vue, que cette idée de réveil, ça fait référence à ce qu'on appelle aux États-Unis au XVIIe et XVIIIe siècle, les grands réveils religieux protestants, avec des cérémonies très émotives, où on fait l'aveu de ses fautes, on demande à séparer les purs des impurs, etc. D'autres, effectivement, cette idée aussi d'un dieu, enfin de genre homme et femme, ça fait penser, j'en ai pas trop parlé, aux Shakers, par exemple, les Shakers américains, qui est une secte aussi, où effectivement la sexualité, il y a un dieu homme et un dieu qui est homme et femme à la fois, etc. D'autres
D'autres insistent plutôt sur la gnose. Effectivement, cette idée que le corps est tombé dans l'âme est tombée dans le mauvais corps, c'est évidemment une idée gnostique. C'est-à-dire, alors, soit on se libère du corps, soit on le transforme complètement, mais vraiment il y a l'idée d'une dissonance entre l'âme et le corps. De ce point de vue-là, en expliquant ça, moi j'explique que je ne pense pas que Foucault, Derrida, Deleuze soient les responsables, il me semble, d'autant que ce sont des critiques acharnées de la notion d'identité. Tous ces penseurs sont des penseurs de l'identité, que ce soit de race, de genre, etc. Il faut bien voir que ces choix, la fluidité des genres, en fait, c'est pour rejoindre une collectivité, la Glitter Family, le groupe des trans, etc. Donc moi, il me semble qu'il y a vraiment une dimension religieuse. Et je vous dis, moi je vois ça de loin, mais la plupart des auteurs américains qui ont réfléchi là-dessus, il y a par exemple un auteur noir américain, ce sont les Noirs américains qui sont les plus hostiles à la théorie critique de la race, entre nous, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Woke Racism, la nouvelle religion qui a fait du mal à l'Amérique. Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre. Le fait aussi, c'est évidemment quelque chose de... C'est pas une bonne définition de la religion, mais Chantal Delsol disait ça, effectivement, une religion, c'est quand on ne peut plus parler avec. Bah oui, là on ne peut plus parler avec, et effectivement, moi depuis que j'ai écrit ces 2 livres, plus personne ne parle avec moi dans l'université. Bon, heureusement je parle avec vous, mais c'est vraiment le refus de l'argumentation. C'est nul, maximum, la seule critique que j'ai eue, c'est nul et non avenu ce livre. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Donc je pense qu'il y a vraiment une dimension... c'est pour ça que j'ai gardé le terme. Alors beaucoup de gens disent oui, mais c'est un terme qui a été employé par l'extrême droite américaine. C'est pas mon problème, c'est pas l'extrême droite qui va me dire ce que j'ai le droit de dire. Moi, il me semble que ça correspond bien à cette idée d'une nouvelle vision du monde. Nous, on est réveillés, on voit les choses telles qu'elles sont, etc. Et il y a un enthousiasme indéniable dans les mouvements. Vous avez vu peut-être ce reportage d'une jeune femme, jeune journaliste, là, qui a fait un reportage en immersion chez les woke, et effectivement, elle explique que on lui dit de trier les racisés et les non-racisés, et tout le monde s'y plie avec, je dirais presque, on accepte ça. On accepte aujourd'hui, ou de faire des réunions en non-mixité, c'est-à-dire sans hommes cisgenres, ou sans hommes, ou sans blancs, etc. C'est très étrange. Il n'y a qu'une religion qui peut faire des choses comme ça, me semble-t-il. Enfin, une religion au pire sens du terme. Peut-être. Oui, je voulais presque revenir à la question des digues. J'interrogeais tout à l'heure M. Ranchon par rapport à ça, en parlant même d'angoisse, surtout avec des exemples des Pays-Bas, alors qu'ils sont experts en digues. Ils les ont quand même fait sauter plus vite que nous autres. J'ai été interpellé par le mot arbitraire, la décision arbitraire et du sexe. Et cette transmission horizontale, parce qu'effectivement, vous laissiez entendre qu'on cherche à se passer de l'arbitre. Voilà. Oui, c'est ça l'hétéronomie, c'est-à-dire voilà. qu'on dépend d'un obstétricien et de parents. Voilà, et que même les parents, s'ils pouvaient arbitrer quoi que ce soit, exit. Oui, bien sûr. C'est-à-dire toute cette forme d'altérité. Et donc, c'est une question énorme que je vous renvoie, à laquelle je n'ai pas moi-même de réponse, parce que vous parliez d'Occident, je me demandais s'il fallait réfléchir en termes des 3 monothéismes. Est-ce que c'est les 3 monothéismes? Est-ce que c'est une question judéo-chrétienne de pourquoi avons-nous réussi à ce point le meurtre du père? Oui. Qui était censé, dans ma lecture de la psychanalyse, ça n'avait rien à voir avec ça. Le meurtre du père, moi je l'entendais plutôt, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, et qui peut peut-être être contredit, mais les parents voulaient que les enfants aillent plus loin. C'est-à-dire, j'ai réussi telle chose, j'espère que ma progéniture va aller encore plus loin. Ils vont être plus riches, ils vont être plus sages, plus puissants, plus je ne sais rien, à un moment donné. Oui, ben là, je veux dire que la nouvelle définition belge du patrimoine me fait tiquer, parce qu'effectivement, il y a l'idée qu'au fond, on se construit soi-même sans aucun rapport à quoi que ce soit d'antécédent, sans rapport à quoi que ce soit
d'autres que nous, et effectivement, cette idée d'assigner mal à la naissance, c'est quand même très fort comme terme. Assigner, ça veut dire décider d'une manière arbitraire quand même, c'est-à-dire qu'on vous case. Donc, selon eux, et les plus radicaux d'entre eux, pensent qu'effectivement, à la naissance, on ne voit pas la différence entre un garçon et une fille. J'ai demandé quand même à un ami obstétricien en fin de carrière, je lui ai dit, tu as eu beaucoup de cas où tu t'es posé la question. Il me dit, jamais. Mais il connaît quelqu'un qui a vu une telle pathologie comme ça, mais ça, c'est extrêmement, c'est rare, plus que rarissime. Donc, c'est une vraie question. Alors, pour ce qui est de l'Occident et le reste... c'est vrai que d'une certaine manière, il n'y a plus beaucoup de religions chez nous. Donc il y a peut-être, il faut voir le synode des synodes. Ça fait rêver personne, un synode des synodes. C'est juste on dirait une rencontre de chefs d'entreprise, enfin une réunion de motivation dans une entreprise. Bon, c'est rien, quoi. Donc ça n'existe plus. Donc je reprends là aussi ce que dit Chantal Delsol. Au fond, la chrétienté, c'est terminé, c'est fini d'une certaine manière. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait d'autres choses autour. Alors moi, ce qui m'intéresse, mais je n'ai pas de réponse tout à fait là-dessus, c'est que d'une certaine manière, je pense que, au fond, nous vivions plus ou moins sur un héritage chrétien. Le progressisme, les Lumières ont effacé, ont détruit cet héritage. Et est-ce que les Lumières, finalement, leur côté positif ne tenait pas au fait qu'il y avait encore un peu cet héritage? Alors c'est l'idée qui est celle de Peggy, par exemple, qui parle des Lumières comme d'un parasite du christianisme. C'est l'idée de Rémi Brague, par exemple, aussi, de gens comme ça. Moi, je veux dire que je suis un peu interloqué par le fait que mes amis, issus comme moi des Lumières, du progrès, de la connaissance, de la science, de l'université, s'enthousiasment pour tout ça. Alors je crois qu'effectivement, c'est pour ça, à mon avis, que la théorie de la race, la guerre des races, c'est une vieille histoire, ça ne fait pas rêver en France, enfin pas vraiment, je crois. Mais par contre, la théorie du genre, oui, parce que c'est vraiment une théorie de l'émancipation poussée à l'extrême, c'est du transhumanisme à la portée de tous, d'une certaine manière. Il me semble que c'est ça qui est motivant. Alors, c'est une vision, bien sûr, de l'émancipation complètement abstraite. Ça n'a rien à voir, effectivement, avec la mort du père, etc. C'est vraiment l'idée qu'on efface tout, on recommence à chaque génération. Mais en tout cas, c'est ça qui est très étrange. C'est-à-dire que, logiquement, on devrait tous, dans les universités, dire « stop ». Je passe sur l'épistémologie du point de vue, c'est-à-dire l'idée que la connaissance, elle est toujours, d'un certain point de vue, oui, c'est une banalité, mais enfin bref, dire qu'il n'y a pas de science, dire qu'il n'y a pas de connaissance objective, c'est catastrophique. Il n'y a que moi que ça a l'air de gêner, en tout cas dans les facs de philo françaises actuelles. Donc c'est une énigme, mais je n'ai pas de réponse, vraiment. Ça gêne. J'ai juste une question très rapide. Pourquoi est-ce que tu as choisi de dire religion plutôt que secte? Oui, c'est une bonne question. Il y a une question tactique, si je puis dire, parce que effectivement, je pense que c'est une grosse secte. C'est une secte qui a vraiment. Alors, je sais bien que c'est un peu absurde de dire une secte, une religion, c'est une secte qui a réussi, mais je pense que c'est pas un petit groupe. Et c'est ça qu'on a du mal à se représenter, notamment quand on a connu l'université des années 70, les militants que nous avons été. Il y avait à l'époque des idées bizarres, maoïstes, trotskistes, etc., dans les universités, mais le reste du monde n'était pas du tout OK. Là, aujourd'hui, les woke, c'est l'idée des universités, mais c'est l'idée des grandes entreprises avec la diversité, équité, inclusion, c'est l'idée des GAFAM, c'est l'idée de Netflix, c'est l'idée du métaverse, c'est l'idée de la plupart des journaux qui marchent dans l'écriture inclusive. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est pas une petite secte à l'intérieur des universités, c'est, me semble-t-il, quand même l'idéologie du monde global, virtuel. Bon, voir les critiques qu'avait déjà fait il y a bien longtemps Christopher Lasch, qui montrait effectivement qu'il y avait une volonté des élites du monde virtuel de se débarrasser des travailleurs du monde réel, etc. Et je pense qu'il y a effectivement, c'est pour ça que c'est inquiétant, c'est parce que c'est pas juste une idéologie universitaire parmi d'autres. Il me semble que ça, grosso modo, le seul endroit où on peut vraiment changer de genre à volonté, c'est sur Internet. Il suffit de cliquer sur un bouton et à ce moment-là, on a 6000 followers tout de suite. On était une jeune fille un peu terne, bonne élève mais sans plus, etc. Elle décide de changer de genre, elle devient une star. Donc, il me semble, c'est pour ça que j'ai pas mis religion, parce que c'est vraiment un mouvement, me semble-t-il, d'ampleur et d'une certaine manière qui se propose pour prendre la suite de nos religions traditionnelles. Enfin, de nos religions.